Welcome to Concurrent Session 4.3. My name is Ralph Carsten. Bonjour, Mesdames, Messieurs, mon juge, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ralph Carsten, je travaille comme conseiller principal de recherche Association internationale pour l'évaluation des rendements scolaires. Donc, je serai modérateur de 4,3 qui suit de la discussion plénière de 4. Nous avions parlé un petit peu dans la généralité sur l'évaluation et mesures. Nous allons peut-être traiter le sujet de manière un peu plus approfondie dans notre session, comme on va pouvoir comment évaluer avec un impact moins fort, donc, et puis comment on va pouvoir réaliser ainsi l'éducation transformatrice. Aujourd'hui, on va inviter les experts qui présenteront donc les cas dans leur pays. Donc, nous allons présenter Madame Monica Retti, représentant de la Hongrie, groupe de travail pour l'UNES. Et aussi, nous avons Monsieur Le Anvin et Monsieur Hilaire Umpote, qui est donc coordinateur du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confamen. Et puis, M. Guy Roger Kaba, coordinateur de l'Observatoire de la qualité de l'éducation de Confamen, et M. Le Anvin, directeur général adjoint à l'Institut des sciences de l'éducation de Vietnam. Et j'espère que les participants peuvent répondre à des questions à travers le Slido. Il y a 2 questions, et que, parce qu'il y a des experts qui sont présents ici. Je vais commencer à résumer un petit peu le contenu que j'ai écouté à travers la session plénière. Il y avait des points réalistes et positifs. Côté positif, on a réalisé quand même une amélioration considérable côté de l'évaluation. Nous avons Brookings Learning Matrix 2.5 qui a été très efficace. Mais à travers l'éducation transformatrice, on devrait quand même faire un point sur cette méthode. Parce que aujourd'hui, nous sommes submergés des données au niveau des différents pays du monde. Et nous avons également traité donc le sujet dans le cadre de ICCS 2016-2018. Et puis, il y avait d'autres modèles qui s'appellent CISER. Donc, il y avait différents modules, différents mécanismes qui ont été présentés. Et aussi, nous avions parlé du sens et de l'indicateur, par exemple, de l'éducation à la citoyenneté mondiale, comment on va pouvoir la valoriser dans l'Asie-Pacifique. Donc, on pourrait peut-être en parler si c'est possible aujourd'hui dans ces sessions. Et puis, concernant les statistiques de l'UNESCO, et puis le groupe technique de coopération technique de l'UNESCO, et puis l'objectif 4,7 des ODD, ce sont des éléments qui consistent à avoir l'obtention des techniques réalistes et puis pratiques, et puis renforcer les capacités ou des compétences sociales dans différents domaines. Donc, je pense que les participants sont tous d'accord dans l'importance de ces sujets, mais il peut y avoir un point de regard qui sont côté plus réaliste, qui pourra être un petit peu différent d'un regard idéaliste. Donc, pour traiter cet objectif de 4,7, si on regarde les indicateurs, on peut voir par exemple les curriculums dans les classes ou bien fixer les benchmarks. Il y avait certaines limites. Et autre exemple qui est intéressant pour moi était du fait que le bloc de suivi était arrêté dans le monde. C'est-à-dire, en fait, le mécanisme de l'évaluation de l'Australie était
de mécanisme du haut vers le bas, c'est-à-dire depuis l'enseignant vers les élèves, et qui n'était pas bien transmis, et qui n'était pas efficace. Et puis donc, la transmission des savoirs et puis des éléments d'éducation n'était pas du tout efficace. Et puis, il y avait des points politiques. Beaucoup disent que l'éducation transformatrice est quelque chose qui est difficile. Et sur certains points, il est donc important d'essayer de consolider cette éducation transformatrice qui n'est pas évidente. Et puis aussi, nous avons focalisé sur les éducations de base comme la lecture ou bien la mathématique. Et il y avait certains niveaux d'évaluation qui n'ont pas été suffisants. Donc aujourd'hui, on devrait peut-être trouver une approche qui est plus efficace et stratégique pour faire l'évaluation et mesure. Et aussi, on doit réaliser avec un regard concentré pour mesurer, évaluer donc ces réussites de manière efficace. Et puis, le docteur Meckol avait parlé de changement. Et on a parlé également le suivi réflectif. Et j'aimerais en fait inciter les participants maintenant concernant donc l'avancement de l'évaluation de mesures. Et vous pouvez participer au Slido. Vous pouvez scanner le QR sur l'écran ou bien vous pouvez appuyer donc saisir en fait le code. Donc, qu'est-ce qui est donc les mesures qui sont traitées de manière suffisante pour réaliser les éducations transformatrices, dans votre avis, et avec les impacts des progrès réflectifs? Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez répondre pendant la présentation. La question suivante concerne la lacune, les disparités entre donc, ces systèmes. Nous invitons Madame maintenant Monica, qui, avec les cas de l'Hongrie, quels sont les projets qui ont été menés et puis quels sont les post-school, par exemple, qui ont été donc menés et quels étaient les mécanismes de ce projet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous salue de la Hongrie. Mesdames, Messieurs, nos chers audiences, merci d'avance de vos réponses. J'attends savoir vos réponses. Moi, j'aimerais bien partager avec vous les expériences de la Hongrie à travers ma présentation concernant le développement de curriculum. J'espère que ça vous sera utile tout en partageant nos expériences. Heureusement, cette année, nous avons reçu un prix du Réseau mondial d'éducation en Europe. C'est vraiment une de notre fierté. Donc, il était reconnu qu'en Hongrie, nous avons des enseignants de qualité et le concept Eco-School, éco-école a été bien implanté avec la participation des élèves, des parents d'élèves. Donc, c'est une sorte de certificat qui reconnaît notre réussite dans notre système éducatif avec l'éco-école. Donc, il traite beaucoup de domaines tels que les attitudes, les compétences. Alors, avant de donner les éléments en détail, je vais vous montrer l'évolution. Donc, ça fait environ 21 ans que nous avons lancé le projet d'école-école. Donc, tout au début du développement, en 2000, il y avait tout simplement 20 écoles.
Donc, qu'est-ce que c'est éco-école? C'est une école qui est concernée avec la communauté locale. Donc, tout au début, nous avons apporté du soutien auprès de l'éco-école. Alors, nous avons invité des écoles à nous joindre pour devenir éco-école et nous avons contacté le ministère de l'Éducation. Donc, c'est un réseau vraiment inclusif. Voilà. Et les indices d'éco ont été adoptés par ces éco-écoles. Et à travers le programme de éco-école, ces indices ont été développés. Et dans ces indices, les enjeux liés à la communauté locale sont inclus. Donc, c'est bien adapté en Hongrie. Et s'il y a d'autres écoles qui ont envie de joindre au réseau éco-école, il n'y avait pas de critères pour l'inscription. Il n'y avait pas de critères spécifiques pour l'inscription. Donc, tout simplement, les écoles qui ont envie d'y participer suivent tout simplement les indices pour devenir éco-école. Mais avec l'augmentation du nombre d'éco-écoles, nous avons connu également des difficultés, c'est-à-dire qu'en termes de l'évaluation, il y avait des difficultés. Le titre Real Excellence a été attribué aux éco-écoles. Mais en effet, ce sont des écoles plutôt permanents. Ce sont des éco-écoles permanents ayant le titre Real Excellence, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment activement dans ces indices d'éco-écoles. Donc, le nombre d'éco-écoles a été fortement augmenté, mais nous avons aussi dû modifier quelque chose avec l'évolution des éco-écoles. Alors, comment on a réalisé comment on a réalisé l'évaluation et le suivi des éco-écoles? Le système d'évaluation d'éco-écoles fonctionne avec la participation du corps d'enseignants tous les 3 ans. Les enseignants ont fait des rapports auprès du ministère de l'Éducation et à travers ces rapports, le ministère de l'Éducation évalue si les actions faites par les écoles se fonctionnent bien ou pas. Donc, c'est une sorte des indices. Et les éco-écoles ont également mis le cible pour acquérir le titre éco-école. Donc, nous avons un modèle qui s'appelle éco-école. En effet, au sein de la communauté scolaire, il y a une forte collaboration. C'est vraiment efficace pour motiver et promouvoir la participation de la communauté locale. En effet, pour la transformation, pour l'éducation transformatrice, les enseignants disent que nous avons besoin d'une approche holistique, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une collaboration entre les enseignants de différentes disciplines, notamment au collège et au lycée, et ça permettra aux parents, même aux grands-parents, participer dans les activités scolaires et ça permettra d'avoir l'éducation transformatrice. Et on regarde également les valeurs de la communauté, on regarde également les identités de la communauté locale en tant que ressources et valeurs. Et on construit également un modèle pour renforcer les compétences. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des indices pour devenir éco-école. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas atteintes, le cycle prochain ce sera atteint. Et s'il y a des objectifs qui n'ont été pas réalisés, avec l'approche holistique, les écoles les identifient et pour trouver également les solutions par leurs propres moyens.
Donc, il n'y a personne qui peut juger que c'est un échec, les activités d'éco-école, selon les indices et les critères, parce que c'est l'école qui prépare leurs propres solutions pour résoudre les problèmes. Donc, il n'y a personne qui peut juger que c'est un échec ou pas. Donc, il est vraiment important d'avoir beaucoup de réflexion sur la mesure, sur la méthode de mesure. Et nous devons également avoir un consentement parce que chaque école a son propre défi. Les défis de chaque école sont différents l'un à l'autre. Parmi les écoles, il y a l'école primaire et également le collège. Et il y a également l'enseignement supérieur, donc l'enseignement auprès des enfants de 6 ans, l'enseignement auprès des adolescents sont différents, n'est-ce pas? Donc, c'est un défi pour l'école. En 1978, ce modèle a été créé. Regardons cette page, s'il vous plaît. Donc, c'est plutôt un résumé des concepts d'éco-écoles en Hongrie. En Hongrie, les éco-écoles sont vraiment bonnes en termes de divulgation rationnelle, en termes de réflexion critique. Par exemple, la réflexion sur les enjeux de la communauté, sur les enjeux mondiaux. Ils font vraiment beaucoup d'efforts pour les inclure, tels que le sujet d'énergie. Et en termes de conscience du contexte, les écoles sont plutôt bonnes. Par exemple, la consommation d'énergie, la consommation des ressources hydrauliques, etc., sont bien traités dans les écoles. Donc, ce sont des sujets faciles à traiter au sein des écoles et nous avons réellement les appliquer ce genre de sujets pour s'orienter vers l'éducation transformatrice. Et au sein des écoles, les enjeux liés à l'économie ont été également traités. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons connues dans le cadre des éco-écoles? Comment on peut les évaluer? Comment on peut les mesurer? En effet, l'apprentissage doit être basé sur les expériences. En effet, il y a des indicateurs qui montrent bien l'importance de l'apprentissage basé sur les expériences. Donc, ça nous permet de les mesurer. Par exemple, les indicateurs des DODD. En effet, l'apprentissage socio-émotionnel est inclus dans les ODD et c'est également mesuré. Et au sein de la communauté locale, les critères doivent être élaborés au sein de la communauté locale pour la mesure. En Hongrie, on met l'accent sur l'évaluation des éco-écoles en Hongrie. De plus, en cas d'éco-école, l'innovation et l'apprentissage par l'investigation étaient plutôt bonnes. Ce sont des sujets que nous avons traités à la session précédente. Page suivante, s'il vous plaît. Voici l'augmentation de réseau des éco-écoles en Hongrie avec l'expansion de notre réseau. Les recherches doivent être également menées avec l'augmentation du nombre des éco-écoles. Comme j'ai déjà mentionné, la réalisation des recherches est également un élément primordial en cas de recherche qualitative.
il faut inclure les sujets liés à la communauté locale, c'est-à-dire que nous devons apprendre ce qui se passe au sein de la communauté locale à l'école. En cas de Hongrie, concernant UDD, il y a 25 questions pour l'enquête et les élèves ont répondu à ce questionnaire avec 25 questions. C'est vrai que le résultat de l'enquête est important, mais nous devons vérifier également l'environnement des écoles parce qu'on peut savoir ce qui n'était pas marqué dans le résultat des rapports et on doit également les inclure dans les recherches parce que les enseignants peuvent apprendre plein de choses à partir des recherches. Donc, le nombre d'écoles augmente de plus en plus en Hongrie et en même temps, les directeurs mais en même temps, les directeurs d'école, le nombre des directeurs d'école diminue de plus en plus. C'est ce qu'on doit considérer également. Lorsqu'on parle de l'éducation transformatrice, il est vraiment important d'investir beaucoup dans ce domaine. Donc, j'espère que vous allez comprendre l'importance de l'investissement dans l'éducation transformatrice. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez mentionné le réseau. Il est vrai que la recherche basée sur le réseau doit être effectuée pour mesurer l'évolution réelle. C'est vrai que la recherche quantitative, il y a des restreintes, des limites. Donc, on doit mener également la recherche qualitative. Donc, les recherches qualitatives, quantitatives sont les deux, doivent être menées en termes d'académie. C'est ce qu'on a déjà mentionné dans la session précédente. Merci beaucoup encore une fois pour votre exposé et nous allons traiter les sujets beaucoup plus profonds tout à l'heure. Regardons maintenant le résultat de Slido. Il y a tellement beaucoup d'audience qui nous joignent actuellement. Regardons le résultat de Slido. En effet, certaines réponses ont été écrites en Allemagne, donc je vais essayer de les traduire en anglais. Comme vous voyez ici, le test des connaissances cognitives, l'évaluation résumée et mise l'accent sur les compétences, mise l'accent sur les contenus. Et en cas d'Allemagne, input était important. Et les points de vue sur le UDD des apprenants, des éducateurs doivent être impliqués et la durabilité est importante. Voilà, ce sont des sujets que nous avons déjà traités dans ce forum. Donc, vous pouvez toujours nous donner vos réponses à travers le Slido. Donc, maintenant, vous pouvez répondre à la deuxième question. Regardons maintenant la deuxième question. C'est plus futuriste et ça parle des écarts. J'aimerais bien savoir votre opinion. Alors, le cadre de SNE, l'intégration a été déjà réalisée, mais qu'elle doit encore intégrer à l'avenir et ceux qui ont été déjà intégrés. Donc, en se basant sur la présentation de Madame Monica, vous pouvez nous donner vos réponses. Voici le lien de Slido. Donc, vous pouvez scanner le code QR ou vous pouvez saisir le code avec le chiffre. Donc, maintenant, j'invite notre deuxième intervenant et Monsieur Riller, Monsieur Guy Roger. Donc, vous allez nous dire comment ça se passe au sein de la Confémen, quels efforts ont été effectués pour l'éducation transformatrice en termes de suivi, en termes d'évaluation. Donc, vous avez au total 10 minutes comme Madame Monica. Après vos commentaires, nous allons regarder le deuxième résultat de Slido. Monsieur Riller, je vous donne la parole. Merci, Monsieur Raff. Merci pour
pour la question. Et je remercie aussi les participants à cette session très importante. D'abord, comme vous le savez, l'éducation au développement durable, comme cela a été mentionné, doit doter les apprenants des connaissances, compétences, valeurs, attitudes nécessaires pour relever les défis mondiaux, comme par exemple le changement climatique, l'environnement, la pauvreté, etc., les inégalités. Et donc, quand on parle d'efforts déployés par la Confémen, il faut d'abord expliquer ce qu'est la Confémen, pour pouvoir comprendre un peu toutes les actions qui ont été entreprises. Et donc, la Confémen, c'est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Une organisation, la francophonie, qui a été créée en 1960 pour la promotion de l'éducation, de la formation professionnelle et technique. Et donc, actuellement, la Confémen regroupe 44 États et gouvernements membres et poursuit des missions comme informer ses membres sur l'évolution du système éducatif, nourrir la réflexion autour d'intérêts communs et également animer la concertation entre ministres et experts en vue d'élaborer des positions et des recommandations pour appuyer les politiques régionales et internationales. Et donc, quand on regarde un peu les missions de la Confémen, la Confémen se trouve au cœur des discussions et décisions politiques au niveau international, régional ou bien dans les pays. Et donc, la Confémen, afin d'agir dans les pays, a mis en place un programme que nous appelons le PASEC depuis 1991. Le PASEC, que beaucoup de gens connaissent déjà, qui mène des évaluations sur les apprentissages. Et donc, il s'agissait pour la Confémen de se doter d'un programme qui puisse mettre à disposition des éléments nécessaires pour un meilleur pilotage de la qualité. Et en même temps, d'alimenter le débat sur le système éducatif dans l'espace francophone. Et donc, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, le PASEC a mené plusieurs types d'évaluations, allant des évaluations nationales, des évaluations thématiques, suivies de cohortes, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Asie. En Asie, on a fait des évaluations au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Et les thématiques sur lesquelles nous allons travailler vont des statuts des enseignants, redoublement et autres. Et en 2014, le PASEC a mené sa première évaluation sur plusieurs pays, évaluation internationale, que nous appelons PASEC 2014. Et en 2019, nous avons fait la deuxième phase d'évaluation, PASEC 2019. Et donc, les évaluations du PASEC, comme vous le savez également, reposent sur la mesure des compétences en début et en fin de scolarité primaire, dans deux disciplines clés, que la lecture et les mathématiques. Et à travers les données que nous récoltons, nous analysons les facteurs de réussite en vue de proposer des pistes de réflexion et d'action pour une remédiation. Et donc, les deux enquêtes internationales que nous avons menées récemment ont montré que malgré les efforts qui ont été consentis, il y a quand même des défis encore à relever au niveau des compétences des élèves. Et donc, la deuxième évaluation 2019 a intégré, par exemple, un volet plus approfondi au niveau des enseignants. Il s'agissait pour la Confémen de recueillir des informations pertinentes nécessaires en vue de fournir des indicateurs politiques et pour améliorer, par exemple, la formation des enseignants, leurs conditions de travail, etc. Et nous savons très bien les efforts que fournit l'UNESCO pour améliorer la qualité des données recueillies à travers l'indicateur 4.7. Et la preuve, cet indicateur a été classé en 2019 de la catégorie 3 à la catégorie 2. Et donc, c'est déjà un pas important qui a été fait. Et la question maintenant est d'avancer vers la disponibilité de cette donnée-là à travers tous les pays. Et dans cette dynamique, et dans toutes les réflexions en cours, la question d'intégration d'informations liées au développement, à la citoyenneté, sont en cours de réflexion, par exemple, à la Confémen, comme l'approfondissement de l'indicateur 4.7, et la Confémen, qui constitue un cadre d'échange entre ministres, discute et discutera toujours de ces questions essentielles afin que les pays puissent avancer sur la problématique. Et donc, c'est un champ vraiment qui est ouvert à nous et sur lequel nous avons déjà commencé à réfléchir à travers le prochain plan stratégique de la Confémen, plan stratégique 2022-2026, qui sera publié très bientôt. Et donc, dans la dynamique de la préparation du prochain cycle d'évaluation, PASEC 2024, que nous allons lancer dans les prochains jours,
On espère qu'on pourra régler le gap de données que nous constatons encore dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, pas seulement sur l'indicateur 4.7, mais même sur l'indicateur 4.1. Et donc, toutes les réflexions actuelles qui sont menées au sein de la Confémène vont dans le sens de pouvoir aider les pays à avancer dans l'approfondissement de l'indicateur 4.7 qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et donc, juste pour dire que la Confémène, dans le débat international sur l'éducation actuellement, est en phase avec les différentes discussions et les différentes actions qui seront menées pour que les pays puissent être au rendez-vous et puissent au moins réduire un peu le gap au niveau des informations sur l'indicateur 4.1. Et je voudrais laisser la parole à mon collègue Guy Roger Kaba qui pourra compléter d'autres éléments. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hilaire. Je vais compléter, je vais appuyer sur un point spécifique. Hein. De manière complémentaire au PASEC, la Confémène a créé depuis 2016 un second programme qui s'appelle l'Observatoire de la qualité de l'éducation. C'est un organe de veille et d'alerte, hein, donc qui organise des études pour mettre le point sur des thématiques émergentes. Et concernant l'éducation transformatrice, nous avons mené une étude, nous menons actuellement une étude qui sera bientôt publiée, nous sommes au terme de l'étude, sur les plans sectoriels, sur la manière dont les pays, dont 17 pays d'Afrique subsaharienne francophone prennent en compte l'ODD 4. Donc, et cette étude montre que l'indicateur 4.7 est très peu pris en compte dans les plans sectoriels. Hein, donc, ça veut dire que les questions d'éducation à la citoyenneté, éducation, donc tout cet indicateur 4.7 est très peu pris en compte. Donc l'étude sera bientôt publiée et des pistes de réflexion, hein, dans cette étude ont été mises en lumière. L'idée, on réfléchit à clarifier un peu le concept, hein, parce que les pays ne comprennent pas toujours bien à quoi retourne l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc il s'agira de préciser un peu le contexte. On constate aussi que sur cette question, il y a très peu de recherches consacrées à l'Afrique, hein, sur la question de l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation transformatrice. Et l'étude montre aussi la nécessité d'un nécessaire ancrage culturel africain au concept d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et il va falloir nous proposons donc d'aller vers une articulation de l'éducation à la citoyenneté mondiale au niveau local, national et global. Et cela va nous conduire, parce que tout à l'heure, mon collègue Hilaire parlait de l'intégration de cet indicateur dans l'évaluation, mais avant cette étape d'intégration de la citoyenneté mondiale dans l'évaluation, il va falloir que cette préoccupation soit intégrée dans les préoccupations des pays, dans leur plan sectoriel, et que ce soit traduit en programme d'enseignement. Donc, à ce niveau, la Confémène réfléchit à la manière dont il va falloir appuyer les pays pour que les curricula évoluent vers une intégration de cette préoccupation à la citoyenneté mondiale. Donc, vous voyez, la Confémène, c'est un tout. Donc, il y a une réflexion sur l'intégration de cet indicateur dans les préoccupations des pays. Et une fois cet appui réalisé, on va pouvoir envisager donc d'évaluer la manière dont les systèmes éducatifs implémentent cette préoccupation. Donc voilà donc le point que je voulais préciser pour compléter l'intervention d'Hilaire. Merci beaucoup. Thank you so much for these really Merci beaucoup, Monsieur Hilaire et Guy Roger. C'était vraiment de bonnes réflexions. Vous avez mentionné l'importance de dialogue entre les pays membres. Et il y avait également des dialogues au sein des pays membres de l'UNESCO concernant le même sujet séparé pour l'Amérique latine. Ce genre de dialogue similaire se produit au sein des pays de l'Amérique latine.
pour savoir l'objectif exact et pour impliquer le suivi dans le cadre des mesures, c'est vraiment bien impliqué. En effet, il nous reste un peu de temps. Parmi les pays francophones, alors comment ça se passe le dialogue réel entre les pays francophones? En fait, dans les sessions plénières concernant le cible 4,7, c'est vrai que la compréhension de chaque pays est différente l'un à l'autre. Alors, comment ça se passe le dialogue et quel est le rôle joué par le COFMEN et PASEC pour jouer un rôle important dans ce dialogue? Monsieur Riller, je vous donne la parole. Merci. Et comme je le disais tantôt, la conférence, c'est un cadre d'échange politique entre les ministres. Et donc, à travers les conférences ministérielles que la conférence organise tous les 2 ans, c'est un moment où les ministres discutent des sujets importants sur l'éducation de leur pays. Et donc, vous comprenez que c'est un lieu où chaque pays apprend des autres pays également. Et donc, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on peut apprendre les uns des autres. Et c'est le lieu également de discuter de comment évoluer sur certaines discussions d'ordre général, c'est-à-dire des discussions qui concernent tous les pays ensemble, en laissant par exemple des aspects thématiques qui intéressent notre pays. Par exemple, ce que mon collègue vient d'expliquer, une thématique par exemple sur la citoyenneté mondiale, c'est une question qui intéresse tous les pays. Et donc, ce cadre d'échange permet aux pays de discuter et de voir comment ils vont avancer sur la question, comment la conférence peut les accompagner dans la maîtrise du contenu et dans l'implémentation de tous ces concepts et de ces aspects-là dans leur quotidien, dans leur pilotage éducatif. Et donc, voilà, donc la conférence a un rôle très, très important à jouer dans ce processus-là pour accompagner les pays afin qu'ils puissent avancer vers la question. Parce que vous imaginez également, l'autre décade, par exemple, et beaucoup de pays, c'est vrai, ils ont des indicateurs à atteindre, mais il est important aussi d'accompagner les pays dans la compréhension de ces indicateurs-là et comment ils vont faire afin de plus renseigner ces indicateurs-là. Est-ce qu'il faut participer à des évaluations standardisées ou pas? Est-ce que même les évaluations qui mènent au niveau national, comment intégrer ces aspects-là dans leurs évaluations et comment assurer la comparaison avec d'autres données au niveau international? Donc, toutes ces questions très importantes qui sont discutées au sein de la conférence avec les ministres et des décisions importantes sont prises. Mon collègue Guy Roger peut ajouter s'il le souhaite. Merci. Merci, Léa. Je voulais juste ajouter que souvent, préalablement à la conférence ministérielle, il arrive qu'à la suite d'une étude comme celle que nous sommes en train de finaliser actuellement, les experts de ces questions se réunissent, échangent entre eux, partagent des connaissances et c'est les décisions qu'ils prennent, les recommandations qu'ils font sont donc répercutées lors des sessions ministérielles pour que les ministres puissent prendre des décisions voilà, qui auront une valeur opératoire plus tard, après la conférence ministérielle. Voilà ce que je voulais indiquer. Donc, la conférence a vraiment un rôle central pour organiser, pour structurer la concertation entre les experts et ces concertations entre experts sont ensuite proposées au ministre pour la prise de décision politique. Et nous, Confémen, le niveau du secrétariat, nous faisons un travail de suivi de ces décisions pour voir comment ces décisions sont mises en application dans les différents pays. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que mon collègue a indiqué. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires. Comme vous avez mentionné tout à l'heure, le modèle, ça peut être l'une de nos recommandations. Donc, ce genre d'action se réalise à l'heure actuelle partout dans le monde. Alors, votre attention, s'il vous plaît, l'audience. On est en train de réaliser l'enquête sur le Slido. Alors, veuillez y participer activement, s'il vous plaît. En effet, notre équipe technique a déjà intégré le lien de Slido. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien pour donner vos réponses à notre deuxième question. Alors, nous allons maintenant écouter le cas du Vietnam. J'invite maintenant Monsieur Lee An Vin pour sa présentation.
Monsieur Vin, j'aimerais bien vous poser une question. Veuillez nous partager vos expériences en vietnamienne. Alors, quelles sont les différences par rapport aux autres pays francophones et le Vietnam? Et pour l'éducation transformatrice, quelles approches, quelles attitudes ont été adoptées en Vietnam? Et vous allez nous raconter également les cadres de mesure et le SEI. Merci. Merci. Je suis très honorée et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette session. J'ai pris mon sujet comme comment capturer l'éducation transformatrice, comment saisir. Nous sommes en train de réformer le curriculum au Vietnam. Et en 2018, nous avions eu l'approbation de ces nouveaux curriculums, mais nous avions fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Pendant ces 20 dernières années, pour l'année 22, c'est-à-dire l'année 2020, nous avions eu l'approbation de première partie et puis nous avons eu finalement la deuxième partie en 2021 et pour avoir cette deuxième partie, ça a été un grand effort qui a été demandé. Ce que nous pouvons dire ici que la plateforme est basée sur le savoir, mais aussi on doit transformer cela en une plateforme basée sur la compétence. Pour cela, il faut appliquer beaucoup de choses. Donc, ces éléments nouveaux peuvent être intégrés dans le cursus nouveau. Et concernant le résultat, nous allons pouvoir donc mesurer après. Il y a une information importante à gauche. Vous avez malheureusement, c'est en Vietnam. Et je ne pense pas que beaucoup peuvent comprendre le vietnamien, pardon. Mais en tout cas, cela est autour de le patriotisme et donc la sincérité, et puis la responsabilité, et puis la fraternité. Ce sont les éléments qui sont demandés. Aussi, en ce qui concerne la capacité internationale, nous avons par exemple les capacités autonomes de résoudre les problèmes. Et il traite également les TIC et puis les techniques scientifiques et physiques. Donc, il y a plusieurs capacités qui sont englobées. Donc, qui était basé sur le savoir et nous essayons d'être basés sur la compétence. Il faut une approche plus globale et plus intégrale. Si on regarde plusieurs programmes d'évaluation internationale, nous pouvons dire par exemple l'Olympiade ou bien d'autres événements internationaux. On peut voir que les Vietnamiens enregistrent un résultat assez élevé, mais il nous reste encore des différentes difficultés. C'est que l'apprentissage n'est pas très autonome et très créatif. C'est-à-dire que ce n'est pas encore à la hauteur que nous attendons. C'est la raison pour laquelle nous essayons de réformer notre programme éducatif. Alors, regardons quels sont les efforts qui ont été menés et quels étaient les points les plus difficiles. Regardons le slide suivant. Alors, comme vous voyez, nous avons revu donc notre curriculum traditionnel pour le réformer. Si on regarde par exemple les capacités concernant l'éducation transformatrice, il faut regarder les visions et objectifs d'abord.
C'est-à-dire, dans cette vision objective, il faut l'éducation transformatrice, qui doit être intégrée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir encourager et motiver les apprenants. Et en classe, on doit également pouvoir réaliser ceci. Deuxièmement, il s'agit de curriculum. Donc, il s'agit de la mise en œuvre de l'éducation transformatrice à travers les intégrations interdisciplinaires et les activités d'apprentissage expérimental. Et aussi, il existe différents niveaux de curriculum traditionnel et actuel. Avant 2020, il y avait un seul manuel, c'est-à-dire tous les élèves avaient un seul manuel commun, un seul type, on va dire, de manuel. Et donc, après 2020, avec la réforme, nous pourrons ouvrir une nouvelle horizon de diversification des manuels pour les élèves. C'est qu'il faut également inciter la participation des apprenants, des élèves, et la participation de différents acteurs est importante dans l'éducation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur la formation des enseignants. Je pense que cette partie de formation des enseignants sera la partie la plus difficile dans notre projet, parce qu'en fait, pour que les élèves reçoivent les bonnes éducations, il faut que les enseignants soient qualifiés. Et donc, en fait, on a vu même que les élèves étaient mieux que les enseignants auparavant. C'est-à-dire que les élèves s'adaptent rapidement et mieux et de manière très compétente au nouveau système éducatif. Donc, c'est comme ça qu'on essaie d'améliorer notre système éducatif avec le curriculum. Pendant le curriculum, pendant le COVID-19, nous avons donc essayé de continuer notre système éducatif. Je vais étaler un petit peu là-dessus. Nous avons essayé de faire une évaluation des expériences en ligne et c'était très positif pour les élèves. Mais pour les enseignants, ils étaient plutôt méfiants et puis ils n'étaient pas très positifs. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas vraiment être familiarisés à ce nouveau système d'éducation en ligne par rapport aux étudiants. Donc, il faut qu'on se focalise pour cette transformation des enseignants. Et puis, dernièrement, j'aimerais parler de la sensibilisation du public. Il est évidemment important de transmettre les informations au grand public. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir encourager la participation du public pour avoir un consensus d'une même compréhension. C'est-à-dire un concept peut être compris différemment par différents pays. Et aussi, au sein de Vietnam, par exemple, même par groupe, ça pourrait être compris différemment. Donc, il faut sensibiliser pour que tout le monde comprenne le même concept, le concept de manière identique. On a fait la liste de contenus des apprentissages. On a fait la liste, par exemple, du curriculum de l'éducation nationale qui est réalisé, élaboré par le Vietnam. Il s'agissait de réfléchir comment on va pouvoir appliquer les compétences du 21e siècle à l'école. Et nous avons voulu intégrer les nouveaux éléments dans le nouveau curriculum.
Et je vous ai dit tout à l'heure, en fait, sur le renforcement des capacités. Je pense qu'il faut regarder le slide suivant. Voilà, donc c'est bon, c'est le bon slide. Le slide suivant, en fait. C'est bon. Donc, toujours concernant le développement des capacités ou renforcement des capacités, afin que ce soit un succès, il faut appliquer, pour appliquer donc le curriculum au niveau national et global, et pour réaliser donc une bonne éducation transformatrice, il faut se focaliser sur les enseignants, puisque les enseignants sont les acteurs clés dans la réussite. Et également les staffs qui travaillent à l'école. Non seulement les enseignants, mais les directeurs de l'école, mais aussi les employés de l'école. Donc, cette sensibilisation de l'importance des staffs à l'école est répandue au Vietnam et la communauté locale joue également un rôle important. Donc, la collaboration entre la collectivité locale et les enseignants est un point important. En fait, là, on s'est rendu compte que les enseignants ou les staffs, souvent ou bien des fois, ne sont pas bien formés et bien, ils ne comprennent pas ce qu'est l'éducation transformatrice. Dans ce cas-là, il est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit pour réaliser l'éducation transformatrice. Et là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on comprend cela après le projet. Dans ce cas-là, c'est difficile, donc il faut faire attention, il faut faire une étude, par exemple, avant préalablement la mise en œuvre du projet. Tout le monde comprend que, et sait aussi que le suivi et évaluation est important, mais si on n'a pas des critères d'évaluation, on ne pourra jamais rien faire. En général, on se concentre plus sur le résultat que l'évaluation elle-même. Donc, on n'a pas encore, jusqu'à aujourd'hui, réussi à faire un mécanisme d'élaborer les bons modèles d'élaboration. Donc aujourd'hui, au niveau national, on est en train d'élaborer cela pour identifier les éléments nécessaires dans le suivi et évaluation correcte. Avec les 8 différentes techniques ou technologies clés choisies pour le 21e siècle. Donc, en tout cas, par exemple, pour les technologies qui sont dans le monde choisies comme 8 technologies importantes pour le 21e siècle, les élèves vietnamiens n'ont pas eu une grande maîtrise. Donc, il est important pour nous de renforcer ces compétences pour les élèves vietnamiens. Et aussi, c'est pour cela qu'on a besoin de faire une approche holistique et pour renforcer la capacité des écoles et aussi avec un curriculum national plus consolidé. Et nous devons rénover donc, le mécanisme d'évaluation avec la sensibilisation de la pédagogie pour les enseignants. Merci beaucoup. Oui, merci, monsieur. J'espère que ça vous aidera. En fait, cette session et le forum lui-même vous aidera pour élaborer un bon curriculum au niveau de votre pays.
Regardons maintenant le résultat de Slido. Il nous reste encore 15 minutes. Alors, nous allons écouter les recommandations de l'audience. J'aimerais bien partager avec vous les réponses de l'audience. Il y avait vraiment plein de réponses sur le Slido. Ce qui est remarquable, c'est que les compétences, la préparation des compétences numériques, donc dans le suivi et l'évaluation, les compétences numériques doivent être incluses et la formation des enseignants multisectoriels a été également mentionnée. Au-delà de l'école, je m'excuse, je n'arrive pas à lire correctement les caractères comme c'est trop petit. Par exemple, la mise en place de cadres promouvant la participation de différentes organisations et la recherche sur la gouvernance doit être réalisée. Et pendant notre discussion, nous avons déjà traité pas mal de choses parmi les réponses, telles que l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, tous les sujets sont liés au cadre de mesure, le suivi, l'évaluation et les données. Donc, vous êtes en train de concevoir le cadre de SNE. Donc, voilà, on est en train de partager les idées pour concevoir de manière systématique, concrète, ce cadre de mesure et le SNI. Voilà le résultat de Slido. On va laisser comme ça le résultat. Alors, nous allons écouter dernièrement les commentaires de chaque intervenant concernant le suivi pour capturer l'éducation transformatrice, le suivi, l'évaluation. Quelles sont les lacunes qui nous restent? Quelles sont les lacunes restantes? Comment nous pouvons surmonter ce genre de lacunes, ce genre d'écart? Veuillez nous donner vos recommandations pour surmonter ces lacunes dans le suivi et l'évaluation. En fait, au sein de l'UNESCO, après avoir terminé plusieurs séances plénières et les séances simultanées, nous allons avoir un rapport. Donc, voilà juste une dernière commentaire. Artificial intelligence and fake news and other things related to digital skills. En effet, il y a vraiment beaucoup de faux articles je pense qu'ils sont liés aux compétences numériques. Alors, comment nous allons concevoir ces indicateurs concernant ce domaine? Il y a vraiment un débat chaud. Mais je pense qu'il faut une intégration avec un seul réseau pour résoudre ce genre de problème. Pourquoi? C'est parce que s'il y a trop d'indicateurs, il peut y avoir des confusions. Donc, nous allons réfléchir comment nous pouvons promouvoir l'échange à travers le réseau et comment nous pouvons jouer un rôle complémentaire l'un à l'autre. Il faut renforcer également la coopération au sein de la communauté internationale. En effet, c'était le cas du Sénégal. Et concernant le réseau concerné, en effet, les enseignants doivent... En effet, nous avons déjà parlé de rôle joué par les enseignants. En fait, ce que j'aimerais bien mettre l'accent, c'est l'approche systématique pour mesurer et pour évaluer. Et pour l'intégration des indicateurs, nous avons besoin des efforts de tout le monde. Merci beaucoup, Madame Monica, pour votre dernier commentaire. En effet, vous avez laissé votre opinion sur le chat. Et merci beaucoup, Monsieur Guy Rouget. Je vous donne la parole. Oui, alors, pour ce qui concerne l'intégration des indicateurs et la problématique du suivi, je pense qu'il est important de faire un travail en amont parce que pour mesurer quelque chose, il faut que la dimension éducation transformatrice soit effectivement implémentée dans les curricula. Donc, je pense que préalablement, il faut un appui au pays, il faut de la concertation, il faut
une démarche de benchmark entre les pays qui sont plus avancés et les autres pays pour voir comment cette préoccupation de l'éducation transformatrice peut être intégrée dans les curricula des pays. Et après, la question de la mesure pourra être plus pertinente. Donc, voilà un peu le point de vue que je voulais mettre en avant sur cette question. Merci. Thank you. Allô, j'en ai terminé. OK. Hilaire, would you like to add? Merci. Je vous donne la parole, monsieur. Oui, merci, Ralph. Pour ma part, je pense que pour compléter mon collègue Guy Roger, il est important d'accompagner les pays afin qu'ils comblent le gap des données. Et quand il dit gap des données, il s'agit de l'accompagnement dans la compréhension de la méthodologie et aussi dans la collecte de ces données-là. Parce que les deux problèmes se posent à ces deux niveaux. Et comme vous le savez, les pays sont confrontés à plusieurs défis et il faut donc les aider à surmonter ces défis-là de façon graduelle. Et donc, je pense que l'important, c'est d'accompagner les pays parce que tous les pays ne sont pas au même niveau, tous les pays n'ont pas les mêmes ressources et il faut voir les pays qui ont vraiment besoin d'aide, de les accompagner pour que eux aussi soient à un niveau qui permette de suivre les autres. Je pense que, hormis les autres défis que mes collègues ont déjà relevés, je pense que cet élément-là aussi est important. Merci. Thank you so much for these reflections. Merci beaucoup pour vos commentaires. Dernièrement, j'aimerais bien écouter également les commentaires de M. Vin concernant l'évaluation, le suivi. Quelles seront vos recommandations? Je m'excuse, la connexion d'Internet a été coupée tout à l'heure, je m'excuse. Voilà, ma recommandation, c'est que, en effet, j'ai déjà mentionné ma recommandation dans ma présentation. Tous les enseignants ont leurs propres compétences techniques. Par exemple, les enseignants qui dispensent les cours, ils mettent l'accent sur la transmission des compétences concernant ces disciplines. Alors, pour la formation des enseignants, si on réfléchit sur l'intégration entre les disciplines différentes, les enseignants peuvent comprendre l'importance du suivi et de l'évaluation à travers la formation. Donc, les enseignants peuvent faire des efforts plus pour les élèves. Je pense que le rôle des enseignants, ce sera le plus primordial. Alors, vous avez envie de nous donner les commentaires, comme il nous reste encore quelques minutes? Oui, j'aimerais bien vous donner quelques commentaires. Il est vrai que le rôle des enseignants est vraiment primordial. Je suis d'accord avec lui. Lorsqu'on parle de l'approche de l'ensemble d'écoles, l'ensemble de la communauté, le rôle des enseignants est vraiment important. En effet, hier, Dr Ouyasu l'a aussi mentionné. Il a dit que l'apprentissage à l'école, dans l'apprentissage à l'école, la communauté n'est pas bien impliquée. Donc, pour l'éducation transformatrice, il faut inclure les enjeux de la communauté locale. Merci beaucoup pour votre commentaire, madame. En effet, vous nous avez donné plein de réflexions excellentes, plein de recommandations séparées de la part de l'audience.
Donc, je vais faire plutôt un résumé sur notre séance. Sometimes sporadic, but also sometimes unsystematic ways in which monitoring and Parfois, c'est intermittent, parfois, c'est non systématique. Le suivi, l'évaluation, c'est ce qu'on en a parlé dans notre session, le suivi et l'évaluation. blog post that talked about the lack of support to teachers to include ESD Donc, ESD learning opportunities. s'il n'y a pas de soutien pour les enseignants pour dispenser l'EDD, That can help in the pour le moment, on ne donne pas les possibilités suffisantes, les opportunités suffisantes pour que les enseignants puissent dispenser l'EDD. Donc, c'est ce qu'on a mentionné dans la session plénière. Donc, nous avons besoin des approches et nous devons intégrer les indicateurs pour le suivi et l'évaluation. and they do not make full. Et nous devons intégrer également les instruments. Certains instruments I remember Antoine from ont été développés en silo. Donc, ces instruments ont été développés sans tenir compte des autres instruments. En effet, auparavant, certains Close Learning a dit que pour les élèves, pour le, the existence of pour le CPLM programme, il a dit que c'était vraiment difficile de développer les instruments intégrés. how they can strengthen each other. The call for Donc, nous devons également réfléchir pour que nos idées se collaborent l'un à l'autre pour avoir la complémentarité. Et nous avons besoin également de la collaboration au sein de notre communauté. Nous avons besoin de la participation des ONG, des organisations internationales. À travers leur soutien, nous pouvons réduire les écarts des données qui existent actuellement. Et la formation des enseignants est un élément également important dans le suivi et l'évaluation. Donc, le soutien systématique vis-à-vis des enseignants sera un mot-clé pour la résolution de ce problème. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention. Je vais clôturer cette séance et le rapport concernant cette séance, ce sera uploadé sur le tableau de discussion. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez le consulter après avoir terminé notre séance. Encore une fois, avant de terminer notre séance, il y aura une séance spécifique. Il y aura une séance spéciale. Les organisateurs, les acteurs vont contribuer comment pour la résolution de ces problèmes. Donc, il y aura des séances spécifiques. Il y aura des séances spécifiques sur le suivi et l'évaluation. Donc, je pense qu'il y aura des discussions avec plein de bonnes réflexions, en particulier British Columbia du Canada. Les indicateurs sont en train de vérifier au niveau du système et il est en train de faire des efforts pour résoudre les problèmes sur le changement climatique. Encore une fois, merci beaucoup pour votre exposé et merci l'audience de votre participation et merci les organisateurs d'avoir nous préparé cette séance. J'adresse tous mes remerciements également à l'équipe technique et aux interprètes. Ainsi se termine cette séance. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vérifier les informations supplémentaires sur le chat.